Dans une zone rurale du Yémen, un homme monte à l'arrière d'un véhicule. Il est suspecté par les Américains d'être lié au groupe terroriste Al-Qaïda. Son nom, Rabi Laïb. La voiture se met en route. Les passagers ne se doutent de rien. Mais à plusieurs kilomètres au-dessus de leur tête, un drone, un avion sans pilote télécommandé, surveille le véhicule. Aux États-Unis, sur une base militaire, l'homme qui commande l'appareil reçoit l'ordre de tirer. Il appuie sur la gâchette. Cette frappe fait partie des centaines menées par les Américains lors d'opérations clandestines autour de la planète. Les drones sont la nouvelle arme de leur puissant service de renseignement, la CIA. Avec elle, Barack Obama, président des États-Unis, mène une campagne secrète pour tuer les ennemis de l'Amérique aux quatre coins de la planète. Il a été décidé que plutôt que de détenir les membres d'Al-Qaïda et les talibans, on allait utiliser les drones pour les tuer. Selon les États-Unis, c'est l'arme parfaite, d'une précision chirurgicale. Mais derrière le discours, la réalité est différente. Les innocents ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, certains s'interrogent. Avec ce programme secret, Barack Obama a-t-il commis un crime de guerre? Si vous tuez des femmes et des enfants continuellement depuis tant d'années, c'est un crime de guerre. Martin Luther King disait « j'ai un rêve ». Obama dit « j'ai un drone ». Notre enquête commence au fin fond des États-Unis. À des milliers de kilomètres des pays où les Américains mènent leur guerre, voici les plaines tranquilles du Nouveau-Mexique. Dans le ciel, des avions sans pilote survolent le désert. Leur hélice fait un bruit caractéristique, celui d'un bourdon, drone en anglais. Ils décollent de cette base militaire, Holloman, où l'US Army forme les pilotes de ces nouveaux appareils. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte. L'armée organise une opération de communication sur les drones pour des journalistes venus du monde entier. Bienvenue sur la base d'Holloman. Ici, on entraîne tous les pilotes de drones sur les modèles Predator et Reaper. N'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de parler aux personnes que vous croiserez dans les allées, mais seulement aux pilotes que nous mettons à votre disposition. La visite est très encadrée. Sur le tarmac, des pilotes parfaitement préparés nous accueillent pour nous présenter la nouvelle arme des États-Unis. Il y a le Predator, le modèle le plus courant, 164 exemplaires dans la flotte américaine. Et voici le dernier modèle, plus performant, le Reaper, traduire la faucheuse. L'armée en possède 104. Ces appareils sont équipés de bombes et de missiles à guidée laser. Mais leur atout principal est à l'avant de la machine. Ici, à l'intérieur, il y a un boîtier qui communique avec un satellite. C'est cette liaison satellite qui nous permet de piloter l'avion à distance. Sous l'avion, voici ce qui remplace les yeux des pilotes. Ici, il y a 3 caméras. Une caméra infrarouge,
Celle-ci pour une vue très large et celle-ci pour des vues de très près. Grâce à ces technologies, ces appareils sont devenus des armes très utiles pour la puissance américaine. Ils ne volent pas très vite, 400 km/h maximum. Mais ils peuvent aller très haut, jusqu'à 15 000 mètres, ce qui les rend difficilement détectables. Ces machines sont aussi peu chères. Et comme elles consomment peu de carburant, elles peuvent rester très longtemps en vol. 20 heures environ, contre 4 pour des avions de chasse. Surtout, comme le montre cette vidéo de démonstration, avec les drones, les pilotes n'ont plus besoin d'être sur le champ de bataille. Depuis leur poste de commande aux États-Unis, grâce à une liaison satellite, ils peuvent contrôler leur avion n'importe où dans le monde. Les drones, de leur côté, transmettent les images filmées par leurs caméras. Elles permettent de surveiller un territoire, mais aussi de tirer grâce aux armes qui les équipent. Si le drone est touché ou détruit, le pilote, lui, ne risque rien. Il est sur sa base, aux États-Unis, dans ses baraques militaires futuristes, blindées et climatisées. Nous ne saurons rien sur les détails des opérations en cours. Ici, les informations livrées aux journalistes sont soigneusement choisies. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Oui, je m'appelle JD. Et votre nom de famille? Non, je ne veux vraiment pas le donner. Et c'est pareil pour tous les pilotes? Oui, si vous regardez bien, les autres aussi ont recouvert leur nom. Le but de l'US Army n'est pas de parler des opérations, mais plutôt de convaincre les journalistes des capacités technologiques des drones. Allez, vous pouvez entrer. Pour cela, les militaires nous conduisent dans le simulateur où les pilotes s'entraînent. Le poste d'entraînement se concentre principalement ici. Ces écrans, avec les 2 sièges, sont la réplique exacte d'un poste de pilotage. Pour faire fonctionner un drone, il faut 2 personnes. D'un côté, un pilote dirige l'avion, et de l'autre, un opérateur contrôle la caméra. Vous pouvez voir ici un homme. En zoomant, je peux avoir une image assez précise. Bon là, ce n'est pas exactement comme un vrai poste de pilotage, c'est un simulateur, donc c'est un peu meilleur que dans la réalité. Si une cible est repérée et qu'il faut tirer, le pilote prend la tête des opérations. Imaginons que ce soit un ennemi et que j'ai eu l'autorisation d'ouvrir le feu. Je choisis mon arme ici. Tout est tactile. Là, par exemple, je sélectionne un missile Hellfire. Ensuite, c'est un travail d'équipe avec ma partenaire. Elle cible l'ennemi avec un faisceau laser et moi je tire en appuyant sur la gâchette. 3, 2, 1, impact. Excellent job. En 2013, l'armée de l'air a prévu de former 678 nouveaux pilotes de drones, presque autant que les pilotes de combat traditionnels. Ils seront ensuite répartis dans les nombreuses bases aux États-Unis, d'où sont pilotés les appareils. Les drones, eux, opèrent à des milliers de kilomètres de là. Ils ont été utilisés en Irak lors de l'intervention américaine et sont aujourd'hui en action en Afghanistan. Cette partie-là du programme est reconnue publiquement par les Américains, car dans ces 2 pays, ils sont entrés officiellement en guerre. Mais les drones frappent également au Pakistan, au Yémen ou encore en Somalie. Là, les États-Unis ne sont pas formellement en guerre. Dans ces pays, c'est la CIA qui utilise cette nouvelle arme dans sa vaste campagne d'élimination des combattants d'Al-Qaïda et de leurs alliés talibans. Mais sur la base d'Holoman,
les pilotes ont l'ordre de ne pas parler de cette partie du programme. Officiellement, elle n'existe pas. Vous conduisez des opérations en Afghanistan Oui, nous conduisons des missions en Afghanistan. et dans d'autres pays, Je ne peux confirmer que pour l'Afghanistan. au Yémen, Je ne peux confirmer que pour l'Afghanistan. au Pakistan. Je ne peux confirmer que pour l'Afghanistan. Bref, vous n'avez pas le droit de parler des autres pays. C'est exact. C'est secret? Pourquoi les drones ont-ils pris une telle place dans l'arsenal américain? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Tout commence au lendemain des attentats du 11. À la tête d'une Amérique traumatisée, frappée au cœur, George W. Bush déclare la guerre au terrorisme. Either you are with us or you are with the terrorists. Les Américains lancent alors une traque mondiale. Un programme d'action secrète mené par les forces spéciales et les agents de la CIA. Des centaines d'opérations au sol sont lancées pour débusquer les combattants d'Al-Qaïda. Certains suspects sont tués, les autres sont arrêtés et transportés à bord de vols secrets pour être interrogés par les Américains. Les États-Unis emprisonnent près de 750 suspects sur la base de Guantanamo. Mais bientôt, leur détention sans jugement, en dehors de tout cadre juridique, ternit l'image de l'Amérique. Elle ne sait plus que faire de ses prisonniers. Puis, les photos de torture infligées par des GI dans la prison irakienne d'Abu Ghraib scandalisent la planète tout entière. Dans le monde musulman, la haine contre les États-Unis grandit. La politique antiterroriste américaine est dans l'impasse. À son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama change de stratégie. John Bellinger était l'un des conseillers de l'administration Bush sur la question des drones. Il a été témoin de cette évolution. L'administration Bush n'a pas beaucoup utilisé les drones. L'administration Obama a vu ce qui est arrivé à Bush avec la détention. Et il a été décidé que plutôt que de détenir les membres d'Al-Qaïda et les talibans, on allait utiliser les drones pour les tuer. Plus besoin de se rendre sur le terrain et risquer des vies pour éliminer les ennemis de l'Amérique. Les drones révolutionnent la guerre contre le terrorisme. La CIA établit alors une liste des personnes à abattre avec les avions sans pilote. C'est la Kill List. Tenue secrète, elle contient les noms de membres influents d'Al-Qaïda et de leurs alliés talibans. L'idée était que l'on pouvait lancer des frappes très précises sur des individus, mais aussi atteindre des zones où les troupes américaines ne peuvent pas se rendre. Et en plus, limiter les victimes civiles. Le président démocrate est convaincu d'avoir trouvé l'arme parfaite. Chirurgicale, elle cible les ennemis sans tuer de civils et évite la perte de soldats américains. La Maison-Blanche fait des drones sa pièce maîtresse dans la lutte contre le terrorisme. Nous effectuons ces frappes car elles sont nécessaires pour réduire les menaces, stopper des complots, prévenir des attaques et sauver des vies américaines. Ces frappes sont légales, éthiques et judicieuses. Avec Barack Obama, le nombre de frappes de drones explose. L'ONG New America Foundation en compte 49 sous l'administration Bush, contre 395 sous Barack Obama. Début 2012,
le président en personne vante le programme lors d'un échange avec ses concitoyens via Internet. The drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part, they have been very precise, precision strikes against Al-Qaeda and their affiliates. Ce jour-là, Barack Obama dit-il la vérité au peuple américain. Le drone, cette arme parfaite, épargne-t-elle vraiment les civils? Nous décidons d'aller voir de l'autre côté de l'écran. Sur le terrain, là où les frappes s'abattent. À 11 000 km des États-Unis, le Yémen est l'un des premiers pays où les avions sans pilote opèrent. Il y a quelques années encore, les touristes venaient à Sanaa, la capitale, pour la beauté de ses ruelles ancestrales. Aujourd'hui, les étrangers ont disparu. Le pays est devenu l'un des plus dangereux au monde. Les militaires quadrillent la ville. La capitale vit sous la menace quotidienne d'attaques terroristes. Le pays est dirigé par un allié des États-Unis, le président Hadi. Mais ces dernières années, des islamistes ont pris le contrôle de plusieurs parties du Yémen, notamment au nord et au sud. Ces hommes sont rassemblés sous la bannière d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, la branche yéménite du groupe terroriste. Dans cette vidéo de propagande, leur chef menace directement les États-Unis et leurs alliés. J'appelle au soulèvement. J'appelle aux attentats. Et si ça ne suffit pas, j'appelle à la marche armée pour aller combattre les Juifs et les croisés américains. Ce sont ces combattants et leurs troupes qui sont visés par les drones américains. Stationnés dans les pays voisins, l'Arabie Saoudite et Djibouti, les avions sans pilote pénètrent dans le ciel yéménite pour lancer leurs frappes. Depuis le début du programme, il y en a eu plus de 80. Nous sommes au Yémen pour vérifier si, comme le prétendent les États-Unis, seuls les membres d'Al-Qaïda sont tués dans ces attaques. La dernière frappe avant notre arrivée a eu lieu à une trentaine de kilomètres de Sanaa. C'était le 23 janvier 2013, près d'un petit village nommé Kawel. C'est cette attaque, dans une zone rurale, qui a visé Rabi Laïb, l'homme suspecté par les Américains d'être lié à Al-Qaïda. Ce jour-là, un drone le filme montant à l'arrière d'un véhicule. Il est accompagné de ses hommes de main. À plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, invisible, le drone suit la voiture. Peu après 20 heures, l'appareil reçoit des États-Unis l'ordre de tirer. Plusieurs missiles sont lancés. Le lendemain, la presse internationale comme Fox News ou CNN annonce que toutes les victimes de l'attaque sont des membres d'Al-Qaïda. Si l'on en croit ces informations, il s'agit encore d'une frappe parfaite réalisée par les drones américains. Mais aucun journaliste occidental ne s'est rendu sur place pour vérifier, car la zone est très dangereuse pour les étrangers. Nous tentons de nous y rendre. Le drone a frappé à une demi-heure de Sanaa, de l'autre côté de ces montagnes. Les risques d'enlèvement sont très importants sur cette route. Nous sommes donc escortés de 4 hommes armés dans ce véhicule derrière nous. À la sortie de la ville, un premier barrage militaire. Puis, nous arrivons à un second plus important.
Nous ne sommes plus qu'à 5 km du lieu de la frappe, mais les militaires nous demandent de nous arrêter. Mettez-vous sur le côté. L'armée refuse de nous laisser passer. Officiellement car la zone est trop dangereuse pour les Occidentaux. Selon notre guide, il est impossible de négocier. Nous devons faire demi-tour. Ils nous ont dit c'est trop risqué. Ils nous ont fait attendre 20 minutes et ils nous ont dit vous ne devez pas y aller. Les Français ne doivent pas y aller, quelle qu'en soit la raison. Pour contourner cette interdiction de l'armée, nous décidons de confier notre caméra à un journaliste indépendant, un homme en qui nous avons confiance. En tant que yéménite, il va pouvoir franchir le barrage. Les images qu'il rapporte sont rares. Très peu de caméras ont filmé les lieux d'une frappe de drone. Elles révèlent une réalité très différente de celle annoncée dans la presse. Les missiles se sont abattus sur une petite route de campagne. Il y a encore les traces de l'incendie de la voiture et les impacts au sol. Un habitant du secteur a tout vu. Le sang coulait de partout. Il y avait un cadavre sans jambes ni tête. Impossible à identifier. Puis, les gens du village voisin sont arrivés. Ils ont reconnu la voiture et ils se sont mis à hurler. Voici la scène découverte par les villageois. Ils prennent ces photos 2 heures après la frappe. La carcasse du véhicule fume encore. Parmi les corps déchiquetés, il y a Rabi Laïb, l'homme visé, et ses hommes de main. Mais les villageois découvrent aussi les cadavres de 2 autres personnes qu'ils connaissaient bien. La carcasse du véhicule est aujourd'hui entreposée dans le village voisin, Kawel. Les habitants la gardent comme une pièce à conviction. En fait, la voiture appartenait à un homme du village, Salim Hussein Al-Kawali, un jeune chauffeur de taxi de 26 ans. C'est l'un des 2 cadavres que les villageois ont reconnus. Un homme se tient à l'écart. C'est Hussein, le père de Salim. Est-ce que votre fils faisait partie d'Al-Qaïda? Mais non, c'est faux. C'était juste un étudiant. Un étudiant qui gagnait sa vie en transportant des gens en voiture. Alors comment expliquez-vous qu'il était avec des hommes d'Al-Qaïda? Il n'a rien à voir avec ça. Il gagnait sa vie en faisant le taxi avec la voiture. Il nous apportait de quoi vivre. Voilà tout. Comme les bombardements traditionnels, les frappes de drones n'épargnent pas les civils. Elles suscitent la haine des Américains parmi la population et créent une envie de revanche chez les proches des victimes. Le jeune chauffeur de taxi vivait ici, dans la maison familiale, avec son père, ses frères et sœurs, sa grand-mère et sa mère. Salim, c'était notre pilier dans la vie. C'était notre soutien, c'était mon aîné. Et voilà, ils l'ont tué. Que voulez-vous qu'on fasse? On avait Salim et maintenant, c'est comme si on nous avait coupé nos mains et nos pieds. Que Dieu le venge. On veut la justice, on veut qu'ils soient tués comme ils ont tué mon fils. Je pourrais les mordre de rage. Ils ont tué mon fils. Mais pourquoi ils ont fait ça? Dans la voiture prise pour cible, il y avait un autre habitant du village. Ali Saleh, un professeur de 31 ans. C'est le 2e cadavre reconnu par les villageois. Voici son frère. Il tient à montrer l'école où le professeur enseignait, juste à côté dans le village.
Au mur, il y a le tableau de présence des enseignants. Le professeur était encore en classe quelques heures avant sa mort. Mon frère Ali est innocent. Regardez, il était là le 23 janvier, il était là toute l'année. Il ne manquait pas un seul jour. Il était même là le jour de sa mort, avant le bombardement. En fait, dans cette attaque, le drone a tiré sur un taxi collectif où se trouvaient les deux villageois et dans lequel les suspects ont pris place. Les personnes qui enquêtent sur cette frappe sont rares. À Sanaa, nous avons rendez-vous avec l'une d'entre elles. Mohamed Al-Hamadi travaille pour une ONG de défense des droits de l'homme, la Fondation Al-Karama. Il possède un document qui confirme que les deux villageois ne faisaient pas partie des suspects visés. C'est un rapport du ministère de l'Intérieur yéménite. Que dit ce document ? Il est écrit, après enquête, nous certifions que Salim Hussein, ici c'est lui là, et Ali Saleh, c'est le deuxième, n'avaient aucun lien avec les personnes recherchées. Pourtant, ils ont été tués avec eux dans le véhicule. Cette attaque de drone, qui a fait 2 victimes civiles, est-elle légale comme l'affirment les Américains? Dans son article 51, la Charte de l'ONU reconnaît à un État le droit d'utiliser sa force armée hors de ses frontières uniquement en cas de légitime défense face à une agression armée. Pour le droit international, cela impose que la capture des suspects soit impossible. Or, lorsque le drone repère Rabi Laïb, la cible de cette attaque, le véhicule est tout près de Sanaa, la capitale du pays, juste à côté des barrages militaires que nous avons croisés. Pourtant, à aucun moment les Américains ne demandent à leurs alliés yéménites de l'arrêter. Mais ce n'est pas tout. Rabi Laïb n'était pas un homme caché, mais un personnage public, un ancien parlementaire. Le voici par exemple sur le plateau d'une télévision yéménite. Que sait-on sur cet homme ? Il a participé aux manifestations pendant la dernière révolution au Yémen. Il était très actif. Il militait contre l'ex-gouvernement. On dit aussi qu'il a participé à une attaque contre un convoi transportant des armes. Mais quoi qu'il en soit, on aurait pu l'arrêter et le juger parce qu'il vivait proche de Sanaa, dans une région où il y a des policiers et des militaires. Sur cette frappe comme sur les autres, la Maison-Blanche et la CIA ne donnent aucune explication. Ces attaques sont classées secret défense. Les drones ne font pas que des victimes collatérales. Plus grave encore, parfois, ils commettent des bavures. Ces images sont exclusives. Elles sont filmées par la Fondation Al-Karama. 11 corps alignés dans la chambre froide d'un hôpital. Tous sont des civils tués dans une attaque américaine. Elle a eu lieu le 2 septembre 2012. Ce jour-là, des tirs venus du ciel frappent une camionnette près de Rada, à 150 km au sud de la capitale. Ces images amateurs sont filmées juste après l'attaque. Ici, les corps des civils entassés à l'arrière d'une voiture. Les missiles visaient des combattants islamistes présumés. Ils n'ont pas touché la bonne cible. 3 mois plus tard, le Washington Post titre « Quand les drones américains tuent des civils ». Le prestigieux journal révèle que ses sources dans l'administration américaine reconnaissent anonymement qu'il s'agit bien d'une frappe des États-Unis. C'est Mohamed Al-Hamadi, l'enquêteur de l'ONG, qui a filmé les corps.
Parmi les victimes, il y a 2 enfants. Regardez, ce petit corps là, sur le sol, c'est une petite fille. Et là, juste à côté, c'est un petit garçon de 8 ans. Vous aviez déjà vu quelque chose comme ça avant? Des bombardements comme cela? Non, jamais. C'était terrifiant et très dur. Quand nous étions à l'hôpital, à côté de la chambre froide, il y avait encore l'odeur des bombes. Au total, 13 civils sont morts dans cette bavure. Pour ces Yéménites désormais, la guerre propre d'Obama contre le terrorisme ressemble à ça. C'est un message que j'envoie au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. À tous les hommes libres du Yémen, nous allons nous venger. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes prêts à mourir. On ne peut pas nous traiter comme ça. On n'est pas des terroristes. On n'est pas avec Al-Qaïda. On est juste des agriculteurs. On n'est pas des hommes dangereux. On était juste sur la route pour aller travailler. Pour beaucoup dans le pays, les drones sont devenus le symbole de l'ingérence américaine. À Sanaa, nous rencontrons un journaliste yéménite. Farea Al-Muslimi est un spécialiste reconnu de la question des drones. Il a récemment été entendu sur le sujet par le Congrès américain. Pour lui, les États-Unis ne disent pas la vérité sur le programme de drones. Le président Obama affirme que les Américains ciblent uniquement des terroristes, et cela seulement lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix. Je peux vous dire avec certitude que c'est un mensonge total. Je peux affirmer que moins de 10% des personnes visées dans ces frappes ne pouvaient être capturées et présentaient une réelle menace. Pour Farea Al-Muslimi, les attaques comme celle de Rada renforcent le sentiment anti-américain. Avant, à Rada, les mères disaient aux enfants « Va te coucher ou j'appelle ton père ». Maintenant, elles disent « Va te coucher ou j'appelle les drones ». Ils ont changé nos références en matière de peur. C'est incroyable. Aux États-Unis, ces protestations venues des pays où les drones opèrent sont désormais soutenues par des militants pacifistes. Arrêtez les criminels de guerre! Arrêtez les criminels de guerre! Régulièrement, ils manifestent devant les bases de drones américaines, comme ici près de New York. Vous arrêtez la mauvaise personne, les meurtriers sont à l'intérieur. Pour les manifestants, les États-Unis sont allés trop loin au nom de la lutte contre le terrorisme, jusqu'à bafouer leurs propres principes. Si quelqu'un viole la loi, il doit être conduit devant la justice. Il ne peut pas être tué comme ça sur des allégations. Et pourtant, c'est ce que font les Américains. On tue des gens parce qu'on pense qu'ils violent la loi, ou qu'on pense qu'ils ont tué un soldat américain, par exemple. Mais on n'a aucune preuve de ça. Dans la cible des opposants, il y a John Brennan. Ancien conseiller d'Obama, il a convaincu le président de multiplier les frappes de drones. Début 2013, Barack Obama choisit d'en faire le patron de la CIA. Alors, le jour de son audition devant le Congrès, les opposants décident de se faire entendre. I am honored to appear before you today as the President's nominee to... And the people that were standing up here today
I think they really have a misunderstanding of what we do as a government and the care that we take and the agony that we go through to make sure that we do not have any collateral injuries or deaths. À Washington aussi, la polémique enfle. Au Congrès, certains élus réclament plus de transparence sur les opérations. Selon les chiffres sur lesquels s'accordent les ONG qui enquêtent sur le sujet, plus de 3000 personnes sont mortes dans les frappes de drones. Parmi elles, combien sont des civils? Loin de Washington, dans un pays où les drones d'Obama frappent à grande échelle, certains sont persuadés que les États-Unis commettent un crime de guerre et ils sont bien décidés à le prouver. Au Pakistan, depuis 2004, il y a eu plus de 350 attaques de drones. Le pays est le principal front de la guerre contre le terrorisme. Depuis l'arrivée des forces occidentales en Afghanistan, les troupes d'Al-Qaïda et les dirigeants talibans se sont réfugiés dans le nord-ouest du Pakistan. Dans cette région, les zones tribales. Ces montagnes sont devenues leur sanctuaire. Au milieu de la population, ils s'y regroupent, s'y entraînent et recrutent de nouveaux combattants. La zone est inaccessible pour les Occidentaux. L'armée pakistanaise elle-même ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Les drones américains, stationnés dans l'Afghanistan voisin, opèrent dans cette région un programme d'assassinat. C'est ici qu'ils ont fait le plus de victimes. À Islamabad, la capitale, nous retrouvons Nour Behram. Ce journaliste, originaire des zones tribales, est l'un des seuls à pouvoir se rendre sur les lieux des attaques. Depuis des années, il enquête sur la mort des femmes et des enfants dans les frappes américaines. Il accumule les preuves, comme ces images filmées en territoire taliban. Elles sont extrêmement rares. Elles ont été réalisées juste après une frappe, en février 2011. La poussière soulevée par l'explosion est encore dans les airs. Je partais pour une interview et tout d'un coup, il y a eu cette attaque et j'ai filmé. Ce sont des images exclusives. On voit le nuage après le tir de drone. Lorsque je suis arrivé sur place, voilà la scène que j'ai découverte. Les villageois, en train de se secourir, les blessés étaient déjà partis pour l'hôpital. Il restait juste le corps de cet homme. Comme souvent, le drone a frappé au milieu d'un village. On distingue ici le trou de l'impact du missile. Nour Behram s'est rendu sur des dizaines de frappes comme celle-ci. Les photos et les vidéos qu'il rapporte sont difficilement soutenables. Ce sont des enfants blessés ou tués par les missiles. Vous avez vu beaucoup d'enfants blessés ou tués dans les attaques de drones? J'ai vu au moins une centaine d'enfants touchés par une attaque de drone. Beaucoup sont morts. Les autres étaient blessés. Parmi eux, il y a Fatima Khan. Nour Behram a pris la photo de cette petite fille de 8 ans quelques minutes avant sa mort. Elle a eu lieu le 21 mai 2010. Depuis quelques jours, un drone américain surveille une maison dans les zones tribales, près de l'Afghanistan. À l'intérieur se trouve Mustafa Abou Yazid, le grand argentier d'Al-Qaïda dans la région. Dans une maison voisine, Fatima Khan dort. À 2 h du matin, l'avion sans pilote, télécommandé depuis les
Abou Yazid est tué, mais des éclats de missiles traversent les murs et touchent la petite fille. Fatima a reçu un éclat de missile dans le ventre et 2 éclats dans les jambes. Elle était à moitié évanouie. Elle nous regardait, mais elle ne parlait pas. Elle est décédée très rapidement, car le missile a provoqué une hémorragie interne dans son estomac. Dans cette frappe, 2 autres enfants sont morts, le frère et le cousin de la petite fille. Nour Behram confie ses documents à un avocat pakistanais. Shahzad Akbar a décidé de défendre les civils victimes de frappes de drones comme Fatima. Il veut faire condamner les États-Unis pour violation du droit international. Alors lui aussi accumule les pièces à conviction, comme ces morceaux de missiles tombés sur le sol pakistanais. Voici celui utilisé dans la frappe qui a tué Fatima Rane le 21 mai 2010. Nous l'avons fait identifier. Il s'agit bien d'un missile Hellfire, le modèle qui équipe les avions sans pilote américains. Shahzad Akbar a déjà recueilli 127 plaintes. Selon lui, 127 cas de civils pakistanais tués par les drones. Mais pour l'avocat, ce n'est qu'une toute petite partie des victimes civiles. Un récent jugement de la justice pakistanaise semble lui donner raison. Selon ce document, sur plus de 3000 personnes tuées par les drones, 1 sur 2 n'est pas un combattant islamiste. Le jugement livre pour la première fois un nombre de civils tués. 896 dans la zone tribale du Nord-Waziristan, 553 dans celle du Sud-Waziristan. Cela fait 1449 civils pakistanais tués, selon la justice pakistanaise. Elle conclut que ces attaques sont un crime de guerre. Pour Shahzad Akbar, ce n'est pas tout. D'après son enquête, parmi les combattants tués, 2% seulement seraient des hauts responsables d'Al-Qaïda. C'est aujourd'hui un fait. Pas plus de 60 chefs importants d'Al-Qaïda ont été éliminés par les drones au Pakistan. Et le nombre total de morts est de plus de 3000. Pour l'essentiel, les victimes sont des civils. Les enfants de 7, 8 ou 10 ans ne peuvent pas être des combattants. Parmi les victimes civiles, il y a la grand-mère de ces petites filles. Rafik Rehman, un instituteur, n'oubliera jamais le jour où un drone a frappé à côté de sa maison, au milieu de l'après-midi. Sa mère est morte dans la frappe et ses enfants ont été blessés. La famille vient des zones tribales pour rencontrer l'avocat. Elle a rassemblé toutes ses pièces à conviction. Les radios des blessures et les certificats médicaux attestant qu'elles ont été causées par un missile. Des éléments très difficiles à obtenir dans les zones tribales. Les médecins ont retiré les projectiles du corps des enfants. La famille veut se battre et faire connaître son histoire au monde entier. Elle demande à l'avocat de la défendre en justice. Nous montrons au père l'homme qui, à 12 000 km de là, dirige le programme de drones. The drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part, they have been Regardez, c'est lui qui vous a tiré dessus. For the most part, they have been very precise, precision strikes against Al-Qaïda and their affiliates. Il voit cette vidéo pour la première fois. Moi, j'invite Obama, le président des États-Unis, à venir voir notre maison, qu'il regarde, qu'il fasse son enquête. S'il y a des talibans ou des membres d'Al-Qaïda avec nous, qu'il brûle chaque membre de notre famille. Et s'il n'y en a pas, alors qu'il arrête ses persécutions. Parce que ce n'est pas une bonne chose de faire couler le sang des innocents, des enfants et des femmes.
Non, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi les drones ont-ils fait autant de victimes civiles au Pakistan? Pour Shahzad Akbar et les ONG qui enquêtent sur le sujet, la CIA a tout simplement la gâchette trop facile. Cela peut paraître incroyable, mais au fil des années, le service de renseignement s'est détaché de sa kill list, sa liste des terroristes présumés, pour développer un nouveau type d'attaque par drone. Désormais, plus question de tirer uniquement sur les suspects recherchés. La CIA choisit ses cibles en se basant simplement sur des comportements vus du ciel en temps réel. Voici un exemple. Un drone chargé de surveiller un village surprend un 4x4 blanc. Il appartient à un groupe d'hommes armés. Sur les images, leur comportement est suspect. Pour les Américains, c'est la signature de terroristes. La CIA décide en quelques minutes d'ouvrir le feu. La presse américaine appelle ces attaques les frappes signatures. Le problème, c'est que dans les zones tribales, beaucoup d'hommes se déplacent en 4x4 et portent un fusil. Aux États-Unis, Mark Mazzetti du New York Times fait partie des journalistes américains qui ont révélé ce type de frappe. Il rencontre régulièrement des hauts responsables du programme. Les frappes signatures sont basées sur l'observation de comportements et non sur des renseignements solides sur le terrain. Plus vous utilisez cette méthode, plus vous avez de chances de faire des erreurs. Avec les frappes signatures, vous tuez sans savoir qui vous tuez. Il n'y a aucun doute que les frappes signatures ont conduit à tuer des civils, à tuer des personnes qui n'étaient pas des combattants. Jusqu'à présent, aucun responsable de l'administration Obama n'a reconnu officiellement les frappes signatures. Mais devant notre caméra, pour la première fois, un ancien directeur du renseignement américain va admettre indirectement leur existence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une frappe signature? Non. Vous ne voulez pas rentrer dans les détails. Personne dans l'administration n'a jamais parlé publiquement des frappes signatures. Donc, en tant qu'ancien officiel, je ne peux pas le faire. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Un drone patrouille au-dessus du Pakistan et il filme 3 pick-up blancs remplis d'hommes armés. Il quitte un village qui, selon nos renseignements, est une base pour les talibans. Eh bien, vous pouvez déduire raisonnablement que ce groupe d'hommes prend la direction de l'Afghanistan pour attaquer les Afghans ou les Américains. C'est un exemple d'attaque dans laquelle on n'a pas besoin de connaître le nom des personnes. Mais pour défendre nos soldats, on les tue. Donc vous ne connaissez pas toujours le nom des personnes que vous visez? Dans cet exemple-là, non. Au Pakistan, la bataille contre ces frappes commence pour Shahzad Akbar. Après des années d'enquête, il décide d'attaquer la CIA en justice pour crimes de guerre. Un avocat pakistanais face au puissant service de renseignement américain, le combat risque d'être compliqué. Dans le pays, les agents de la CIA sont retranchés à Islamabad, la capitale, ici, dans une enclave diplomatique. C'est un quartier fortifié, impénétrable sans autorisation, et où il est normalement interdit de filmer. Voici l'un des bâtiments les plus protégés du pays, l'ambassade américaine. Elle est en pleine expansion. Vu du ciel, ça donne ça. Des dizaines d'hectares, des piscines, des terrains de sport, une ville dans la ville, d'où la CIA opère en secret. Poursuivre en justice une agence d'espionnage officiellement inexistante sur le territoire, c'est impossible. L'avocat choisit donc de porter plainte contre l'ancien chef du bureau de la CIA au Pakistan, Jonathan Banks,
son nom a été révélé par la presse. Le chef de la CIA est la clé de toute la procédure, car c'est le seul haut responsable physiquement présent au Pakistan que nous connaissons. C'est le lien, l'élément juridique qui peut permettre à la justice pakistanaise de poursuivre la CIA. Car le but ultime n'est pas de poursuivre le chef de la CIA, mais la CIA elle-même qui dirige les frappes de drones. L'avocat pakistanais veut faire condamner la CIA. Mais d'autres s'attaquent directement à Barack Obama. Ils sont aux États-Unis. À Washington, ACLU, une organisation de défense des libertés, vient de porter plainte contre le gouvernement. Selon elle, les frappes de drones sont contraires à la Constitution américaine et au droit international. On peut considérer que c'est un crime de guerre, car selon le droit international, lorsque les États-Unis ou tout autre pays utilise la force pour tuer, les dommages ne peuvent être supérieurs aux risques qu'ils sont censés éviter. Or, ce que l'on constate, c'est que certaines attaques font un nombre important de victimes civiles et que dans beaucoup d'attaques, les États-Unis n'ont pas la moindre idée de qui ils tuent. En voulant lutter contre le terrorisme et protéger les Américains, l'administration Obama semble avoir outrepassé ses droits. Sur la scène internationale, Bush est resté dans l'histoire comme le président de la torture. Quelle image laissera Barack Obama? Celle du jeune chef d'État, porteur d'espoir, qui en octobre 2009 reçoit le prix Nobel de la paix et veut changer le visage de l'Amérique. I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different from those whom we fight. Ou celle du commandant en chef qui, 4 ans plus tard, accusé par certains de crimes de guerre, finit par admettre la mort de civils dans les frappes de drones, mais assume. Nevertheless, it is a hard fact that U.S. strikes have resulted in civilian casualties. A risk that exists in every war. And for the families of those civilians, no words or legal construct can justify their loss. For me and those in my chain of command, those deaths will haunt us as long as we live.